On ne m'a jamais dit de mentir. Jamais. On ne m'a jamais ordonné de fermer les yeux non plus. Personne ne m'a tendu un manuel en me disant « Voilà comment on triche, voilà comment on arrange les choses ». Mais j'ai compris très vite ce qu'on attendait de moi. C'était dans les regards. Dans les silences. Dans la façon dont certaines conversations s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce. J'ai passé 25 ans dans la police. 25 ans à porter un uniforme, à faire respecter la loi, à croire que je servais quelque chose de plus grand que moi. Et pendant tout ce temps, il y avait des choses que tout le monde savait. Des choses qu'on ne disait jamais à voix haute. Des vérités qu'on portait comme un poids invisible, jour après jour. Aujourd'hui, je vais enfin parler de ça. Non pas parce que je suis un héros. Non pas parce que j'ai toutes les réponses. Mais parce qu'après 25 ans, je peux enfin le dire. Quand j'ai intégré l'académie de police, j'avais 22 ans. J'étais naïf, idéaliste, convaincu que j'allais changer le monde. Mon père était mécanicien, ma mère travaillait dans une cantine scolaire. Ils étaient fiers de moi. Leur fils allait devenir policier. C'était du concret, du respectable, de la stabilité. Je me souviens encore du jour où j'ai reçu ma convocation pour la formation. J'ai relu cette lettre au moins 10 fois. Je croyais que j'allais protéger les innocents, arrêter les méchants, incarner la justice. Je pensais que la police, c'était noir ou blanc. Le bien contre le mal. La loi contre le chaos. Les premières semaines à l'académie ont renforcé cette vision. On nous enseignait les codes, les procédures, les droits de l'homme. On nous parlait d'éthique, de déontologie, de responsabilité. Tout était clair, structuré, rassurant. Je me disais que j'avais fait le bon choix. Que j'étais du bon côté. Mais très vite, dès les premiers mois sur le terrain, j'ai compris que la réalité était beaucoup plus grise que ce qu'on m'avait enseigné. Le premier choc silencieux est arrivé lors d'une intervention de routine. On était 3 dans le véhicule. Mon binôme, un brigadier avec 15 ans d'ancienneté, et le chef d'équipe. On reçoit un appel pour tapage nocturne dans un quartier nord. Rien de grave. On arrive sur place. Un groupe de jeunes traîne devant un immeuble. Musique forte, quelques bières. Ambiance tendue mais pas violente. Mon binôme descend du véhicule et s'approche. Je le suis. Il interpelle l'un des jeunes, un type d'environ 20 ans, casquette vissée sur la tête. Le ton monte rapidement. Le jeune répond, un peu arrogant peut-être, mais rien d'illégal. Et là, je vois mon binôme le plaquer contre le mur. Fort. Trop fort. Le jeune proteste. Mon binôme lui met un coup de genou dans les côtes. Pas devant tout le monde. Discrètement. Mais je l'ai vu. Le chef d'équipe n'a rien dit. Il a détourné le regard. On a contrôlé leurs identités, confisqué l'enceinte, et on est reparti. Dans le véhicule, personne n'a parlé de ce qui venait de se passer. Personne. J'étais là, assis à l'arrière, le cœur battant, les mains moites. J'attendais que quelqu'un dise quelque chose. Que le chef dise, là, tu as exagéré. Mais non. Rien. Juste le bruit du moteur. Et moi, j'ai compris quelque chose ce jour-là. J'ai compris qu'il y avait des règles écrites et des règles non écrites. Et que ce sont les deuxièmes qui comptaient vraiment. Les semaines ont passé. Puis les mois. Et j'ai commencé à voir le système de l'intérieur. Ce n'était pas une conspiration. Ce n'était pas un plan machiavélique organisé par des chefs corrompus. Non. C'était beaucoup plus subtil que ça. C'était une culture. Une atmosphère. Des habitudes transmises de génération en génération. On nous parlait constamment de chiffres. Il fallait des arrestations. Il fallait des infractions constatées. Il fallait des résultats. Chaque mois, on nous montrait des tableaux, des statistiques. On comparait les équipes entre elles. Ceux qui avaient les meilleurs chiffres étaient félicités. Ceux qui restaient en dessous de la moyenne étaient convoqués. On ne nous disait jamais explicitement « inventer des infractions ». Mais on nous mettait la pression. Et certains ont compris comment jouer avec les règles. Un contrôle routier qui devient une infraction pour défaut de clignotant. Une fouille qui débouche sur une garde à vue pour outrage alors qu'il n'y avait rien. Des rapports qu'on ajustait légèrement pour que le délit tienne devant le procureur. Rien de massif.
Rien de spectaculaire. Juste des petits arrangements. Mais multipliés par des centaines de collègues, sur des années, ça finissait par créer une réalité déformée. Et puis il y avait la hiérarchie. Rigide. Implacable. On ne remettait pas en question un ordre. On ne critiquait pas un supérieur. Même quand on savait qu'il avait tort. Même quand on voyait qu'il protégeait quelqu'un qui ne méritait pas de l'être. J'ai vu un collègue faire une erreur grave lors d'une interpellation. Il avait frappé un suspect menotté. Tout le monde l'avait vu. Mais quand le rapport a été rédigé, l'incident n'y figurait pas. Le suspect a porté plainte. L'affaire a été classée sans suite. Pourquoi? Parce qu'on protège les nôtres. C'était la règle d'or. On ne balance pas un collègue. Jamais. Peu importe ce qu'il a fait. Parce que demain, c'est peut-être toi qui auras besoin qu'on te couvre. Cette logique, je l'ai entendue des dizaines de fois. Dans les vestiaires, dans les couloirs, autour d'un café. On protège les nôtres. Et celui qui brisait cette règle devenait un paria. On ne lui parlait plus. On ne lui confiait plus rien. On l'isolait jusqu'à ce qu'il demande sa mutation. J'ai vu ça arriver. Une fois. Un jeune collègue avait signalé un comportement inapproprié d'un gradé. Il a été broyé. En 3 mois, il était parti. Alors moi, j'ai fermé ma gueule. Comme les autres. Parce que je voulais continuer à travailler. Parce que je voulais être accepté. Parce que je ne voulais pas devenir celui qu'on évite. Et progressivement, j'ai intégré cette culture. Je ne l'aimais pas. Mais je l'ai accepté. Je me suis dit que c'était comme ça partout. Que c'était le prix à payer pour faire ce métier. Que je ne pouvais pas changer le système tout seul. Je me suis trouvé des excuses. Beaucoup d'excuses. Et pendant des années, ça a fonctionné. Je faisais mon travail. Je rentrais chez moi. Je ne posais pas de questions. Mais il y avait un prix à payer. Le silence, ça pèse. Beaucoup plus lourd qu'on ne l'imagine. Au début, on se dit que ce n'est rien. Qu'on verra bien demain. Qu'on n'est pas responsable. Mais les années passent, et le poids s'accumule. J'ai commencé à mal dormir. Je me réveillais la nuit en pensant à certaines interventions. À certains visages. À certains silences. Ma femme me demandait ce qui n'allait pas. Je lui disais que tout allait bien. Mais ce n'était pas vrai. J'étais en train de devenir cynique. Je ne croyais plus à grand-chose. Je voyais la police comme une machine. Une machine qui tourne, qui produit des chiffres, qui maintient l'ordre, mais qui ne cherche pas vraiment la justice. La justice, c'était juste un mot qu'on utilisait dans les discours officiels. Sur le terrain, c'était autre chose. C'était la survie. La gestion. Le contrôle. Je me suis éloigné de ma famille. Pas physiquement. Mais émotionnellement. Je ne leur racontais plus rien. Je ne partageais plus rien. Comment expliquer à mes enfants que papa fait un métier où il faut parfois fermer les yeux pour ne pas se faire broyer? Comment leur dire que leur père, qui leur apprend à dire la vérité, vit dans le mensonge au quotidien? Alors je me taisais. Et le fossé se creusait. Et puis il y avait la peur. Une peur constante. Pas la peur physique. Pas la peur de prendre un coup ou de se faire tirer dessus. Non. La peur de se retrouver du mauvais côté. La peur qu'un jour, quelqu'un décide que c'est moi le problème. Qu'on me fasse porter le chapeau pour quelque chose que je n'ai pas fait. Ou pire, pour quelque chose que j'ai fait en obéissant aux ordres. Parce que c'est comme ça que ça marche. Quand il y a un problème, on trouve un responsable. Et ce n'est jamais celui qui est tout en haut. C'est toujours celui qui était sur le terrain. Celui qui a appuyé sur la gâchette. Celui qui a rédigé le rapport. Le plus difficile, ce n'était pas ce que je voyais. C'était le fait de ne rien dire. De porter tout ça en silence. De faire semblant que tout était normal. De continuer à mettre l'uniforme chaque matin en sachant ce que je savais. Et puis un jour, il y a eu un déclic. Ce n'était pas un événement spectaculaire. Pas une fusillade. Pas un scandale médiatique. C'était quelque chose de banal. Presque insignifiant. On avait interpellé un gamin de 16 ans pour un vol à l'étalage.
3 barres de chocolat dans un supermarché. Le gérant voulait porter plainte. On l'a emmené au commissariat. Le gamin était terrorisé. Il pleurait. Il répétait qu'il avait faim, qu'il n'avait rien mangé depuis 2 jours. On aurait pu régler ça autrement. Appeler les services sociaux. Contacter sa famille. Lui donner un avertissement. Mais non. On l'a placé en garde à vue. Parce qu'il fallait un chiffre. Parce qu'il fallait montrer qu'on était actif. J'étais là, dans la salle, à remplir les formulaires. Et je regardais ce gamin, assis sur un banc, la tête entre les mains. Et je me suis demandé, qu'est-ce que je fais là? À quel moment j'ai accepté que ça devienne normal? Ce jour-là, j'ai cessé d'y croire. Je n'ai pas démissionné. Je n'ai pas fait de scandale. Mais quelque chose s'est brisé en moi. Une illusion. Peut-être la dernière. Alors voilà. Après 25 ans, je peux enfin le dire. Ce que tout le monde savait. Ce que personne ne disait. On savait que certains quartiers étaient traités comme des territoires ennemis. On savait qu'on n'y allait pas pour servir, mais pour contrôler. On savait que les habitants de ces quartiers n'étaient pas vus comme des citoyens à protéger, mais comme des suspects potentiels. On savait que les contrôles d'identité n'étaient pas aléatoires. Qu'ils ciblaient toujours les mêmes profils. Toujours les mêmes têtes. On savait que les rapports étaient parfois ajustés. Pas complètement falsifiés. Juste orientés. Pour que le délit soit caractérisé. Pour que l'arrestation tienne. Pour que les chiffres soient bons. On savait que la priorité n'était pas la justice. C'était la statistique. C'était l'image. C'était la performance. On savait que les erreurs étaient systématiquement étouffées. Qu'un collègue qui dérapait était protégé tant qu'il restait loyal. Qu'un collègue qui parlait était sacrifié. On savait qu'il y avait des discriminations. Pas officielles. Pas écrites. Mais présentes. Dans les blagues. Dans les attitudes. Dans les choix qu'on faisait sans même y penser. On savait tout ça. Et on ne disait rien. Parce qu'on voulait garder notre place. Parce qu'on voulait être accepté. Parce qu'on avait peur. Je ne dis pas que tous les policiers sont comme ça. Ce serait faux. J'ai croisé des collègues honnêtes, courageux, qui faisaient leur métier avec dignité. Mais ils étaient noyés dans un système qui ne les valorisait pas. Qui ne les protégeait pas. Qui les broyait aussi. Je ne dis pas non plus que j'étais une victime. J'ai fait des choix. J'ai fermé les yeux. J'ai participé à ce système. Passivement, mais j'ai participé. Et ça, c'est quelque chose que je dois assumer. Mais je me pose encore des questions. À partir de quand le silence devient-il une faute? Est-ce que j'étais complice? Est-ce que j'avais vraiment le choix? Je n'ai pas de réponse définitive. Tout ce que je sais, c'est que j'aurais aimé qu'on me prépare à ça. J'aurais aimé qu'on me dise, dès le début, que la réalité serait beaucoup plus compliquée que ce qu'on m'enseignait. J'aurais aimé qu'on valorise ceux qui posent des questions plutôt que ceux qui obéissent sans réfléchir. J'aurais aimé travailler dans une police où la vérité compte plus que l'image. Aujourd'hui, je ne porte plus l'uniforme. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Et pour la première fois depuis longtemps, je respire. Je n'ai plus cette boule au ventre chaque matin. Je n'ai plus ce poids sur la conscience. Mais j'ai des regrets. Beaucoup de regrets. Je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. Je regrette d'avoir laissé faire certaines choses. Je regrette de ne pas avoir eu le courage de dire non. Mais peut-être que ce témoignage peut servir à quelque chose. Peut-être qu'en parlant aujourd'hui, je peux aider quelqu'un qui vit la même chose. Quelqu'un qui se pose les mêmes questions. Qui porte le même poids. Si vous êtes dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que le silence finit toujours par vous détruire. Et sachez que dire la vérité, même tard, même imparfaitement, c'est déjà un pas vers la libération. Voilà. C'était mon histoire. 25 ans dans la police. 25 ans à savoir des choses qu'on ne dit pas. Mais aujourd'hui, après tout ce temps, je peux enfin le dire.